Bonjour, c'est Julien de l'UNICEF. Bienvenue dans la boîte à réponses. Quand on est parent, on se pose souvent des questions. Comment déconstruire les stéréotypes liés au genre? Comment faire si mon fils est harcelé à l'école? Et comment m'assurer que ma fille est en sécurité sur Internet? Pour répondre à ces questions, nous sommes allés rencontrer des experts sur ces sujets. Notre objectif, vous apporter des conseils et des astuces. Aujourd'hui, la question que l'on se pose, c'est comment parler de sexualité et de prévention avec des enfants ou des ados. On sait que le sujet peut être sensible et provoquer de la gêne chez certaines personnes. Alors comment aborder la question de façon apaisée, sereine? Nous sommes allés poser vos questions à JN Kliba du CRIPS Île-de-France. Son métier consiste à parler de prévention et de santé avec les parents et les jeunes. Quand on est parent, on se demande souvent à quel moment commencer à parler de sexualité et de prévention avec ses enfants. Est-ce qu'il faut attendre les premières règles, la mue, les premières questions des enfants, que le sujet soit abordé en cours de SVT par exemple? Y a-t-il un bon âge pour évoquer ces questions? La réponse va vous surprendre. Souvent, les parents commencent à se poser des questions au moment de l'adolescence. Parce que c'est le moment où le corps des enfants change, où on se doute qu'il va y avoir une sexualité qui va arriver. Nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt et c'est dans les recommandations, c'est plutôt de parler de sexualité aux enfants dès le plus jeune âge. On peut commencer très tôt, par exemple en développant les compétences psychosociales. Ce sont des compétences personnelles qu'on va développer dès le plus jeune âge. Quand on est enfant, on peut apprendre à connaître les différentes parties de notre corps, de pouvoir les identifier et identifier qu'il y a des parties qui sont des parties intimes. Sur ces parties intimes, les parents pourront expliquer aux enfants que personne n'a le droit de les toucher et que l'enfant n'a pas le droit non plus de toucher les parties intimes d'autres personnes. Sur cette question-là, on peut aussi accompagner les enfants en leur disant « si jamais quelqu'un un jour te touche sur ses parties intimes, tu peux me prévenir. Je suis ouvert à la discussion pour que tu me dises qu'un camarade a mis sa main sur ta poitrine, sur ton sexe, au niveau de tes fesses. » Quand les parents donnent le bain à leurs enfants, on peut commencer par leur expliquer, quand ils sont tout petits, tout simplement dire ce qu'on va faire. Là, je vais te laver les fesses, par exemple. Prévenir qu'on va toucher ces parties intimes parce qu'on a déjà expliqué que c'était des parties intimes et que personne ne devait les toucher. Donc il faut être cohérent dans ce qu'on dit aussi aux enfants. Et ensuite, on pourra leur dire bah là je te lave, mais tes parties intimes, tu vas les laver tout seul. Donc maintenant, c'est à toi de laver tes fesses, c'est à toi de laver ton sexe, par exemple. Et après, leur laisser un peu plus d'autonomie en se disant bah voilà, maintenant tu vas te laver tout seul. Ce qui est important d'expliquer aussi aux enfants, c'est qu'il est important de prendre soin de son corps. Son corps, c'est quelque chose de précieux. Il existe différentes formes de corps, différentes couleurs aussi. On peut expliquer que tous les corps ne sont pas les mêmes et que tous les corps se valent. Ils sont tous importants, ils sont tous précieux. Et ça, c'est une initiation à de la prévention autour de l'hygiène de vie. Donc par exemple, prendre soin de son corps, c'est apprendre à se brosser les dents, à se laver, à se coucher tôt. Et tout ça, ça fait partie de la prévention. Et finalement, quelqu'un qui va prendre soin de son corps dès l'enfance va prendre l'habitude de prendre soin de son corps en grandissant. On a vu comment aborder le sujet de la prévention et de la sexualité avec les plus jeunes. Comment faire ensuite quand ils sont ados. Comment entrer dans le vif du sujet et aborder la question de la sexualité et de la prévention de façon sereine des deux côtés. Comment faire si on est soi-même gêné. Quelle posture adopter. Voici quelques pistes. Il n'y a pas de règle pour pouvoir commencer à parler de prévention aux ados ou aux pré-ados. L'idée étant que si on a commencé à l'enfance à parler de ces questions-là, l'enfant pourra au fur et à mesure se dire « mes parents sont des personnes référentes et je peux aller leur parler des questions de prévention, de sexualité ». Si on n'a pas commencé, c'est pas grave non plus. C'est des questions qui peuvent être amenées à l'adolescence et pas avant. Là, l'idée, c'est d'être en congruence avec soi-même. Être en congruence, c'est-à-dire être en accord avec soi-même. Si on n'est pas à l'aise pour parler de ces questions-là, il n'y a pas d'obligation. Il y a des personnes pour qui c'est le métier, qui sont prêts à accueillir nos enfants pour discuter de questions de sexualité, des questions de prévention des consommations de drogue et de promotion de la santé au sens large. Mais si on n'est pas à l'aise pour parler de prévention des infections sexuellement transmissibles, on peut très bien
renvoyer à des personnes référentes. Les personnes référentes, ça peut être des professionnels qu'on peut trouver dans les centres de planification familiale, par exemple, dans les points information jeunesse, dans les espaces santé jeunes. Donc on peut orienter nos enfants vers différentes structures comme ça. Mais aussi, on peut aussi orienter nos enfants vers des personnes ressources. Ça peut être un oncle, une tante, une grande sœur, une cousine. Ça peut être aussi des personnes de l'entourage proche. On n'a pas forcément besoin d'être expert en sexualité pour parler de ces questions-là. Il faut juste pouvoir se sentir à l'aise et être à l'écoute du jeune. En tant que parent, je pense qu'il y a plein de choses qui sont prétextes à évoquer ces sujets-là. Il peut y avoir des pubs, il peut y avoir des films, il peut y avoir des séries qui peuvent nous donner ce prétexte à discuter de ces choses-là. L'idée, c'est pas forcément qu'on soit d'accord, mais d'ouvrir une discussion avec ses enfants et leur permettre de ne pas être d'accord avec nous. Et à partir de ce moment-là, on arrive à voir si l'enfant a envie de parler, l'adolescent ou l'adolescente a envie de parler de ces questions-là avec nous ou pas. Et c'est vraiment en fonction des jeunes, en fonction de leurs besoins, en fonction du moment. Si on nous dit non une fois, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne voudra pas parler de ça avec nous dans 3 semaines. Il faut pouvoir aussi ouvrir une porte, mais ne pas imposer la discussion autour de la sexualité. C'est pas forcément le moment, c'est pas forcément la personne avec qui, les personnes avec qui on a envie de parler. À l'adolescence, les relations avec les parents ne sont pas forcément évidentes. On se pose nous-mêmes plein de questions. Et l'idée, si on a envie de parler de ces choses-là avec ses enfants et qu'on voit bien que ce n'est pas le moment ou qu'on n'est pas la bonne personne, à ce moment-là, pour notre enfant, c'est de pouvoir orienter. Il y a certains sites internet comme On s'exprime, onsexprime.fr, qui est un site internet dédié aux ados sur les questions de sexualité. Il y a des petits flyers qu'on peut se procurer. C'est un petit flyer qu'on peut mettre dans la chambre également. Et ça permet de brasser beaucoup de questions autour de la sexualité. C'est un site dédié vraiment aux ados et qui est plutôt bien fait parce que sur internet on peut trouver certains sites qui ne sont pas des sites de référence. Et donc l'idée c'est de pouvoir donner les bonnes infos à nos enfants tout simplement en leur laissant une petite brochure. On se souvient toutes et tous de nos cours d'éducation sexuelle à l'école et des moments gênants que cela pouvait engendrer. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça se passe dans les salles de classe? Et comment vous, parents, pouvez compléter ce qui est dit à l'école? Ce qui est prévu par l'Éducation nationale, c'est 3 séances d'éducation à la sexualité par an, de la primaire jusqu'en terminale. On sait que c'est assez différent selon les établissements scolaires. Il y a des établissements où il y a beaucoup d'actions qui sont faites sur la prévention et notamment l'éducation à la sexualité. Il y a des établissements où il y a des choses qui sont moins faites. Il y a des personnels de l'éducation nationale qui sont formés à l'éducation à la sexualité, par exemple, et au développement des compétences psychosociales. À l'adolescence, par exemple, dire aux jeunes que le préservatif permet de protéger des infections sexuellement transmissibles, ça ne suffit pas. Ça, il y a quand même beaucoup de jeunes qui le savent. Maintenant, il va falloir travailler sur comment est-ce que je l'utilise. Donc on va pouvoir faire des démonstrations de pose de préservatif interne et externe, par exemple, où je peux me le procurer, gratuitement ou pas. Et surtout, comment est-ce que je fais pour négocier le préservatif avec mon ou ma partenaire au moment où je vais entrer dans une relation sexuelle avec quelqu'un. Et c'est là où c'est le plus difficile. C'est pas forcément donner l'information brute, c'est de permettre aux personnes d'acquérir des compétences pour pouvoir négocier ce préservatif à un moment précis où il y a peut-être une relation affective ou pas avec la personne. Et du coup, d'identifier comment est-ce que je peux faire pour exprimer que c'est important pour moi, que je sais que c'est important, qu'il faut qu'on utilise un préservatif et parfois essayer de convaincre l'autre parce que c'est pas forcément, la personne qui est en face de nous n'a pas forcément le même rapport au préservatif que nous. Et donc quand on rentre dans des relations interpersonnelles, ça peut être compliqué parfois de négocier le préservatif. Donc vous voyez, c'est pas juste donner l'information brute, on serait tenté de dire si tu le sais, tu vas le faire. Alors qu'on sait que c'est un peu plus compliqué. Je pense que sur les questions de prévention, l'école, les parents, la structure familiale, l'environnement aussi dans lequel évolue l'enfant, ça peut être un club de sport, ça peut être un club de lecture, etc. Et les personnes dont c'est le métier, des associations comme le CRIPS par exemple, sont toutes complémentaires. L'idée de travailler avec les parents et de les intégrer dans le parcours de prévention, c'est qu'on ait toutes et tous
un fil conducteur et qu'on n'ait pas de message contradictoire. Donc c'est pour ça que nous on s'attache à travailler avec les équipes éducatives, avec les structures locales autour des établissements, avec les parents, pour qu'on ait toutes et tous le même discours face à la prévention, donc c'est-à-dire un discours qui est plutôt positif, une approche positive de la santé, ne pas être moralisateur, ne pas faire peur. On sait très bien qu'en prévention, la prévention par la peur, ça ne fonctionne pas. Il faut pouvoir accompagner les enfants à développer leurs compétences. Par exemple, sur l'exemple de la cigarette, dire à un ado « fumer, ça peut te faire des maladies dans 20 ans, ça peut te provoquer un cancer », ça ne suffit pas. L'idée, c'est plutôt de dire « si tu fumes, tu as les compétences, tu as des compétences pour arrêter de fumer. Tu es capable de le faire. Il y a des personnes qui sont capables de le faire et je crois en toi. Je pense que tu peux arrêter de fumer. » Donc là, on voit bien la différence entre une approche qui va faire peur, si tu fumes, tu vas mourir, et une approche positive de la santé basée sur les compétences des personnes en leur disant si tu as envie d'arrêter de fumer, tu es capable de le faire. Quand on parle de sexualité et de prévention, on se demande parfois s'il y a des sujets qui concernent davantage les garçons et d'autres sujets qui concernent plus les filles. Faut-il parler de préservatifs exclusivement avec les garçons et de contraception uniquement avec les filles? Voici quelques pistes de réflexion. Est-ce qu'on fait une prévention différenciée pour les filles et les garçons? Moi, j'ai envie de dire non. Non, parce que finalement, ça va être des personnes qui vont être en interaction tout au long de leur vie. Donc, par exemple, séparer les filles et les garçons dans des séances d'éducation à la sexualité, nous, au CRIPS, on ne le fait pas, parce qu'on se dit que toutes les questions que les filles se posent, les garçons ont envie d'entendre les réponses. Les questions et les réponses, et vice-versa. L'idée, c'est aussi qu'en tant que fille, je peux avoir besoin de connaître le fonctionnement du corps d'un garçon. Et en tant que garçon, j'ai besoin peut-être de savoir comment ça fonctionne, les règles, comment ça fonctionne, la puberté, pourquoi est-ce que chez les filles, il y a la poitrine qui pousse et chez les garçons, il va y avoir plus de poils. C'est des choses qu'on a besoin d'entendre, peu importe le genre de l'enfant. Donc il n'y a pas forcément de questions. Par exemple, aborder simplement les questions de contraception avec les filles, ça exclut et ça renforce l'idée que c'est qu'une question de filles et ça exclut les garçons de l'intégration ensuite dans une vie de couple, par exemple, de l'intégration des garçons dans la contraception. Pareil pour les questions de consentement. On aurait envie de parler de consentement d'une manière différente pour les filles et pour les garçons, en disant aux garçons il faut respecter les filles et en disant aux filles il faut apprendre à se protéger. Alors que si c'est quelque chose qu'on fait ensemble, qu'on construit ensemble, ça permet que tout le monde se sente concerné au même titre sur ces questions-là. Quand on est parent et que l'on doit parler de sexualité et de prévention, on se demande souvent qui doit faire quoi. Est-ce que les mères seraient plus à même de parler de règles et de pilules? Et est-ce que le rôle des pères, c'est de parler de préservatifs et d'infections sexuellement transmissibles? C'est une question parfois difficile, mais ne vous mettez pas la pression. Voici quelques conseils de JN Kliba. Le constat qu'on peut faire, c'est que effectivement, on a plus de mères qui viennent dans les séances sur les questions d'éducation à la sexualité. Donc on peut soit imaginer que c'est parce qu'elles sont parfois plus disponibles, ou alors parce qu'elles s'intéressent plus à ces questions-là, ou alors qu'on les attend plus sur ce terrain-là que les pères. Ce qu'on a pu constater nous aussi, c'est que, à contrario, sur la prévention des consommations de drogue, on avait quelques papas qui venaient. L'idée étant de se dire que peu importe le genre des parents, il faut se sentir à l'aise. Si on a un papa et qu'on se sent à l'aise pour parler d'éducation à la sexualité avec sa fille, il ne faut pas se l'interdire. Et si on est une maman, on ne se sent pas forcément à l'aise pour parler de ces questions-là avec ses enfants. Et dans les couples dans les familles où il y aurait que un papa ou une maman, et bien finalement comment est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Ou dans les couples où il y a deux papas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne parle pas du tout d'éducation à la sexualité parce qu'il n'y a pas de femmes? Non, l'idée c'est de se dire, je parle de ces questions-là si moi je me sens à l'aise, peu importe son genre. On vous a donné pas mal de conseils sur la posture et sur l'attitude à adopter quand vous parlez de sexualité et de prévention avec votre ado. Maintenant, en pratique, le préservatif, qui l'achète? Comment en parler? Faut-il faire une démonstration? À quoi ça sert? Et est-ce que c'est le moment d'aborder la question du VIH et du sida avec votre adolescent ou votre adolescente? Toutes les réponses avec JN Kliba. Chacun fait comme il veut.
C'est pas forcément évident de se dire moi je suis un parent et je vais aller acheter des préservatifs et je vais mettre ça dans la chambre de ma fille ou de mon fils. On peut le voir aussi, certaines personnes vont nous dire ah bah non, si tu fais ça, ça veut dire que tu l'incites à avoir une sexualité. Alors carrément pas. Donner des moyens de protection à des ados, ça veut pas dire va avoir des relations sexuelles avec qui tu veux. Ça veut juste dire si tu comptes avoir des relations sexuelles, au moins tu as un moyen de te protéger. L'idée, c'est soit se dire j'achète les préservatifs mais je vais en discuter. On peut dire voilà, je t'ai acheté des préservatifs et puis ouvrir une discussion là-dessus si tu es prêt à avoir des relations sexuelles ou si tu comptes en avoir ou je veux pas savoir mais je te les laisse. C'est possible. Ou alors, on peut aussi se dire je vais donner un peu d'argent à mon enfant pour qu'il puisse aller s'en procurer lui-même. Parce que le budget, ça peut être aussi un frein au fait d'acheter des préservatifs. Et donc, permettre à l'enfant, à l'adolescent d'aller s'acheter des préservatifs soi-même, c'est aussi important. Ou tout simplement lui dire, il y a des associations qui donnent des préservatifs gratuitement. Dans ton lycée, l'infirmière scolaire, c'est le cas dans énormément de lycées, c'est une des missions des infirmières scolaires de permettre aux jeunes d'avoir des moyens de protection et notamment des préservatifs. Si on vient à parler de protection et notamment d'utilisation des préservatifs dans les relations sexuelles avec ses enfants, l'idée c'est de dire à quoi ça sert. À quoi ça sert de porter un préservatif? De poser la question tout simplement pour savoir où en est notre adolescent, notre adolescente sur cette question-là, d'identifier si il ou elle a bien compris que le préservatif, ça sert à éviter une grossesse non prévue si on n'a pas d'autre contraception et aussi à éviter les infections sexuellement transmissibles. Et les infections sexuellement transmissibles, ça ne se voit pas. Donc en fait, tant qu'on n'a pas fait de dépistage des IST, ces dépistages, ils peuvent se faire en CGID, ce sont des centres de dépistage anonymes et gratuits. Tant qu'on n'a pas fait ces dépistages, on n'arrête pas le préservatif parce que finalement, ça peut être quelqu'un qui a eu juste un partenaire avant nous et ça ne va pas se voir sur son visage. Autant le VIH ne va pas se voir sur le visage de la personne, autant la syphilis ou le chlamydia non plus. Merci beaucoup à Jeanne Kliba du CRIPS Île-de-France d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On espère que cette vidéo vous a plu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les ressources dans le champ description. Envoyez-nous vos questions et suggestions en commentaire. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, abonnez-vous.